là, nous allons laisser ces considérations pratiques pour passer tout de suite, évidemment, à la conférence que nous propose donc M. Christian Virel. Merci d'abord d'être venu et de nous avoir proposé. Nous, je sais que vous y venez. Voilà. Et vous n'avez pas besoin de. Enfin, comment dirais-je, la conférence n'est pas la seule raison de votre venue à Banyuls. Mais enfin, c'est vous qui vous êtes aimablement proposé, nous vous en remercions. Je crois que on attend beaucoup de vous. Bon, je rappelle simplement que Christian Virel est médecin, qu'il est professeur émérite, ce qui veut dire, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'il est à la retraite, mais qu'il a toujours le droit de diriger des thèses, par exemple, c'est ça, et qu'il a été médecin urgentiste, c'est ça, dans le cadre du SAMU, bon, depuis sa création, oui, je peux vous dire, vous comprenez pas, depuis sa création, et que c'est dans le cadre de ses activités, là, enfin, en tout cas des soins qu'il a dû prodiguer, il a rencontré des foudroyés, c'est-à-dire des gens qui ont eu beaucoup de foudre. Voilà. Et il a essayé c'est une discipline assez nouvelle sur laquelle le SAMU de Toulouse et le CHU est en train de travailler. Et vous continuez. Voilà, je vous laisse ça. Merci. Merci, Monsieur le Président. Bon. On a un problème du son. 1, 2, 3. Ça, c'était pour faire un peu de son. Vous m'entendez, hein? Donc, si vous voulez, merci de votre accueil et d'avoir accepté que je vous parle de la foudre. On peut éteindre? On peut éteindre un petit peu. Merci. Donc, à l'écran, vous avez une question avec deux formulations. Foudroyer, fulgurer. Donc, la première phrase que je vais vous adresser, c'est de vous expliquer la différence entre les deux. Jusqu'à présent, la foudre, on parlait de foudroyer, foudroiement. Eh bien, aujourd'hui, si vous voulez, on établit une distinction entre le terme de foudroyer, qui veut dire qu'on est victime d'un coup de foudre, mais qu'on ne survit pas, c'est-à-dire qu'on en meurt. Tandis que quand on survit, ça s'appelle défulgurer. C'est vraiment le cas qui nous intéresse, parce que quand on est mort, les médecins ne sont plus très concernés, alors que les fulgurés, au contraire, ils le sont. Donc à l'écran, vous avez cette photo extraordinaire qui a été prise sur le viaduc de Millau, qui vous indique, vous voyez, un cas exceptionnel de plusieurs chutes de foudre sur les différents pylônes du viaduc. Je vous dis tout de suite qu'il n'y a eu aucun dégât matériel sur le viaduc, qui est protégé par des paratonnerres très efficaces, et bien sûr aucune victime à ce moment-là. C'était il y a 5 ans. Voilà, donc pour préciser les choses, vous allez donc comprendre que je m'adresse aux personnes qui ont reçu un coup de foudre au sens évidemment physique, et non pas sentimental, vous pouvez le croire, et comme vous voyez le savoir, en principe, c'est un phénomène péjoratif, c'est-à-dire ce sont des méfaits que crée et des troubles que crée la foudre. Alors, cette foudre, en fait, c'est un phénomène universel qui a toujours existé, depuis que la Terre existe, et peut-être même à l'origine de la création du monde, peut-être, c'est un peu ambition, le phénomène d'ecpyrolyse serait une espèce de Big Bang, serait peut-être un coup de foudre, mais en fait, ça ne résout aucun problème, puisqu'on ne sait pas d'où viendrait cette foudre. Donc ça veut dire que de toute éternité, sur notre planète en particulier, il y a eu des gens victimes de la foudre. C'est historiquement une certitude et une constante au fil des siècles et des millénaires. Alors, vous l'avez, la traduction se fait, si vous voulez, sur
des monuments, sur des peintures, sur des statues. Et donc, dans la mythologie, le mot kéronos, en grec, veut dire la foudre. Et Ptolémée, qui est un roi de Macédoine, un roi grec, mais qui était en fait d'origine égyptienne, a été surnommé Ptolémée Kéronos. Pourquoi? Parce qu'il avait très mauvais caractère, très violent, très agressif, et que donc, c'est lui qui, si vous voulez, a popularisé cette violence qui caractérise donc, dans un premier temps et de toute éternité, la foudre. C'est-à-dire que, en pratique, les divinités, donc vous avez Zeus en Grèce, Jupiter à Rome, manipulent leur pouvoir, leur puissance à travers la foudre. Et la foudre, il la distribue à travers un outil qui s'appelle le foudre. Vous voyez que c'est cette espèce d'instrument qu'ils tiennent à la main et dont sortent des étincelles, des éclairs. Le foudre génère la foudre. Et ce sont le roi des dieux qui en est le propriétaire et qui s'en sert le plus. En fait, dans tous les pays, toutes les contrées de tous les continents, il y a des représentations mythologiques de la foudre. Et donc, vous avez un petit résumé de ce que j'ai pu retrouver au point de vue bibliographique. Alors, au niveau du Moyen-Âge, la notion de puissance, de violence, fait place à la notion de châtiment. Vous voyez ce monsieur qui s'appelait Dioscore, qui avait une fille. Sa fille s'est convertie au christianisme et il l'a décapité. Alors, au moment où il a décapité, il a été foudroyé et il a été pulvérisé, il a été volatilisé. Donc la foudre est apparue à partir de ce moment-là comme étant un châtiment. Et donc, accessoirement, cette jeune fille est devenue, parce qu'elle s'appelait Barbe, la patronne des pompiers, mais aussi des polytechniciens, des artilleurs, de tous les gens qui utilisent un petit peu la violence des éléments. Nous continuons à parcourir les siècles, et donc au XVe, au XVIIe siècle, d'autres légendes, et c'est, on est à Bagnols, donc les pêcheurs, les navigateurs, lorsque l'orage se prépare et va éclater, eh bien, il y a ce fameux feu de Saint-Elme, qui est en fait un état d'hyperélectricité atmosphérique qui se cristallise au sommet des mâts des bateaux. Et lorsqu'on voit ce phénomène, eh bien, il est urgent de rentrer au port. Si vous voulez, c'est l'alerte. Vous voyez, c'est un signal qui fait que la foudre étant réputée dangereuse, il faut se mettre à l'abri. On continue, parce que là, on ne sait pas beaucoup plus sur la foudre et sur les foudroyers. Et donc, si vous voulez, au XVIIIe siècle, c'est une étape essentielle. En tant que Français, on peut dire que c'est en France que le phénomène a été édulcoré ou élaboré plutôt, enfin connu, sous forme d'un phénomène électrique. C'est donc M. Dalibard, vous voyez, qui a fait cette fameuse expérience que l'on trouve sur le petit schéma à droite, où il fait apparaître une étincelle qui est la conséquence d'un éclair qui est capté par cette espèce de tige plantée sur ce trépied. Donc, à partir de ce moment-là, on sait que l'éclair, c'est de l'électricité, alors que, bon, c'est les balbutiements de l'électricité domestique. Et bien, il se trouve que, de l'autre côté de l'Atlantique, Benjamin Franklin, un mois plus tard, il fait une expérience de même modèle, c'est-à-dire qu'il envoie un cerf-volant dans un nuage, dans un cumulonimbus, qui est à l'origine de décharges de foudre, et donc lui aussi, il montre que au fond c'est un phénomène électrique, mais il va plus loin, et vous savez que Benjamin Franklin est à l'origine de la mise au point des paratonnerres, c'est-à-dire du dispositif qui protège de la foudre. Alors vous avez donc des petites variantes à l'époque, ça a été un peu folklorique, ça ne servait vraiment pas correctement, mais bon, la notion c'était qu'il fallait capter ce courant électrique atmosphérique et l'envoyer au sol, et de manière à ne pas le recevoir soi-même.
Donc on passe en fond à une étape scientifique qui est intéressante à connaître. Et il faut attendre le XXe siècle pour que la médecine s'intéresse aux effets sur l'homme, sur l'être vivant. Et donc, moi je fais partie de ces pionniers, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en 1975, vous voyez, ça ne me rajeunit pas, vous non plus, bien sûr, nous avons le cas suivant, qui est rapporté dans cet article que je vous ai mis, vous ne pouvez pas lire, mais je vais vous le commenter. Ça se passe sur l'Aubrac, 1400 mètres d'altitude, au nord de l'Aveyron. Il y a des vaches, beaucoup de vaches, et des bergers. Un soir de juillet, l'été, il fait chaud, un berger, 20 ans, est foudroyé. Il est foudroyé, il est tout seul, au milieu de ses vaches, il s'effondre, il est quadriplégique, c'est-à-dire il est paralysé des 4 membres. Vous comprenez bien qu'il ne peut pas bouger, il ne peut pas parler, il respire tout juste, et comme il n'y a personne, il va passer la nuit au milieu de ses vaches par terre. Il a de la chance. Le lendemain aux aurores, une voiture passe, on le repère, on est impressionné par cette paralysie, il ne bouge plus, il parle à peine, et bien sûr, on se hâte de l'amener à l'hôpital. Alors il va d'abord à l'hôpital de Rodez, qui est l'hôpital de proximité, et en Rodez, mes collègues, affolés, nous demandent l'hélicoptère du SAMU, et donc l'hélicoptère de Toulouse va chercher à Rodez ce berger quadriplégique pour l'amener à Toulouse. Et moi je suis à la descente de l'hélicoptère à Toulouse, et je vois apparaître un jeune homme qui me dit « Écoutez, docteur, je veux rentrer tout de suite à l'Aubrac parce que personne ne peut me garder mes vaches. » Et l'homme, complètement récupéré de sa pathologie, et nous étions estomaqués de voir cette réversibilité totale de l'état gravissime. Voilà. Donc ce cas a fait école, il a été suivi, statistiquement c'est un peu bizarre, mais d'autres cas un peu moins caractéristiques, mais tout aussi intéressants, qui ont permis de mettre au point, si vous voulez, l'intérêt d'abord que nous avions prouvé, puis une thèse, la première thèse de doctorat d'État en médecine sur les foudroyés, donc sur une série de 3 ou 4 cas, un peu analogue à celui du berger. Donc si vous voulez, à partir de ce moment-là, moi-même et quelques-uns de mes élèves ou collaborateurs s'intéressent à ce phénomène des victimes de la foudre, étant donné l'originalité des symptômes constatés. Donc aujourd'hui, nous sommes à Bagnos, et donc je profite, si vous voulez, de cette occasion. Pourquoi? Parce que cette pathologie est rare. Le nombre de foudroyés est extrêmement faible, de fulgurés. Et donc, pour mieux connaître la maladie, pour mieux en cerner les mécanismes, il nous faut accumuler un certain nombre de cas. Pour ce faire, et je vais vous en reparler, nous avons mis au point une consultation spécialisée, qui est unique en France, qui reçoit ces survivants. Alors, on les reçoit parce qu'ils ont besoin de soutien des conseils médicaux, mais nous les voyons également pour enrichir la casuistique, c'est-à-dire accumuler un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre de cerner le profil moyen de la victime de la foudre, et ainsi de faire avancer la science. Actuellement, aucune statistique, aucune étude exhaustive n'existe dans le monde. Il y a des cas, comme nous l'avons fait au début, des cas isolés qui sont regroupés. Nous souhaitons, dorénavant, pour améliorer les choses, accumuler 100, 150 cas, et actuellement, nous sommes au cas 56, vous voyez, ce qui est évidemment insuffisant au point de vue statistique. Alors, simultanément, il y a 2 événements qui surviennent avant la fin du XXe siècle. Le premier, c'est un congrès à Chamonix, un congrès international pour lequel le thème de la foudre, du point de vue médical, est abordé. Nous faisons une communication à ce congrès où nous rencontrons quelques collègues internationaux, américains en particulier, qui s'intéressent à ce problème, mais bon, il n'y aura pas de 2e édition à ce congrès. Par contre, ce qui nous frappe, c'est que beaucoup de ces
trouver présentes dans les, si vous voulez, les semaines ou les mois qui suivent leur accident, toute une série de perturbations. Et en fonction de cette constatation, qui au fil des années se précise, eh bien, nous aboutissons à créer une consultation médicale spécialisée en 1997. Eh bien, là aussi, et ça rejoint, si vous voulez, la diapo précédente, en réalité, en 2 ou 3 ans, nous n'avons plus de clients. On ne trouvait plus de quoi alimenter ni notre consultation, ni donc la statistique que nous avions, épidémiologique, que nous avions amorcée. Donc, si vous voulez, vers les années 2000, 2002, la consultation s'est arrêtée faute de combattants. Oui, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je relance un petit peu la chose, mais vous allez voir qu'en fait, nous n'avons pas attendu aujourd'hui. Et en 2012, nous avons créé une nouvelle consultation, alors cette fois-ci multidisciplinaire, c'est-à-dire associant plusieurs disciplines, les urgentistes, les brûlologues, les neurologues, et surtout les psychiatres, car en fait la dimension psychologique est apparue comme étant essentielle à connaître et à soutenir et à améliorer. Donc si vous voulez, voyez, depuis le 30 mars 2012, cette consultation est institutionnalisée. On peut y avoir accès à travers le site internet du CHU de Toulouse. Vous faites, voyez l'adresse CHU consultation, vous allez atteindre très facilement les coordonnées du secrétariat pour prendre un rendez-vous et pour venir nous voir. Voilà. Donc si vous voulez, depuis que cette institution a été renouvelée et renforcée, eh bien effectivement, nous avons relancé le recrutement et nous avons de nouveau quelques cas, mais c'est assez fragile. Alors, pour expliquer comment fonctionne la foudre, il faut repartir, si vous voulez, de quelques notions qui ne sont pas évidemment ma spécialité, qui sont de l'ordre météorologique. Qu'est-ce que la foudre? Eh bien, la foudre, je l'ai mis en synthèse pour nous, c'est-à-dire pour nous, médecins urgentistes sur le terrain, c'est un courant comme le courant électrique. Sauf que c'est un courant électrique atmosphérique, c'est-à-dire que ce n'est pas un courant qui arrive par une prise domestique ou industrielle. Alors ce courant, eh bien, il vient des nuages et il va au sol. C'est un courant qui joint donc le cumulonimbus dans lequel se constituent des charges électriques. Alors là, je ne vais pas entrer dans les détails, mais sachez que la chaleur au sol, les jours où il fait très chaud, monte dans ce nuage. En montant, il se refroidit. L'eau se refroidit, les vapeurs d'eau se cristallisent. Ces cristaux se frottent les uns contre les autres et créent des charges positives. Surtout sur le sommet du cumulus, du cumulonimbus, qui est aux environs de 9-10 000 mètres d'altitude. Le cumulonimbus a une forme tout à fait caractéristique, avec souvent une forme au-dessus, un chapeau, un enclume. Quand vous voyez ce nuage, vous savez que ce nuage va créer de la foudre, va créer une décharge par la suite. Et donc vous voyez le phénomène, au sol c'est positif, à la base du nuage c'est négatif, et l'éclair constitue un trajet, vous voyez, qui descend du nuage au sol. Le courant est établi dans l'atmosphère, et là vous avez le dôme de la Grave à Toulouse, pour les gens qui connaissent la de la Grave, qui est foudroyé sur son sommet, mais évidemment ça peut vous tomber dessus, à la place du dôme de la Grave, vous pouvez imaginer effectivement une victime ou quelque chose intermédiaire. Vous avez sur ces schémas le découpage temporo-spatial et physique est très simplifié. Je ne suis pas un spécialiste, mais j'en retiens ce qui est utile à la démonstration, que donc lorsque la charge électronique, si vous voulez, du nuage est suffisante, et que la différence de potentiel entre le nuage et le sol est grande, eh bien l'éclair apparaît et descend.
Alors il y a des gens qui disent qu'ils descendent, d'autres qui remontent, peu importe, je ne vais pas rentrer dans le détail. Les deux phénomènes sont associés. Le courant électrique fait de l'éclair, 100 millions de volts, 20 ampères, personne ne l'a mesuré, bien entendu, puisque ce sont des valeurs par estimation, donc extrêmement élevées. Et ensuite, cette augmentation de chaleur, 30 millidegrés, crée par un phénomène d'explosion qui fait le bruit, le tonnerre. Donc, éclair et tonnerre ne sont que deux manifestations de ce courant qui descend du nuage jusqu'au sol. Vous comprenez bien qu'une telle énergie électrique, arrivée au sol, entraîne des dégâts matériels énormes, considérables, qui sont connus de longue date, qui sont très variables, mais qui sont du type déformation, rachelon, fusion, destruction, et qui sont économiquement significatifs. 1 milliard, excusez-moi de la difficulté à sauver tout ça, d'euros par an en France, conséquence de la foudre. Matériel. Simplement une remarque, les assurances, vos contrats d'assurance n'incluent pas obligatoirement ce risque foudre. C'est-à-dire qu'il y a bien des gens qui sont complètement déçus et furieux de ne pas être remboursés alors même que leur maison, par exemple, est détruite. Alors les maisons sont détruites, mais souvent prennent feu, si vous voulez, il y a l'incendie qui se crée. Les tuiles, vous voyez, comme on le voit ici, les tuiles sont soulevées et vous avez des dégâts considérables du fait de mon laser et de défaillant. Vous voyez, toutes ces tuiles sont soulevées du fait du blast, de l'effet d'explosion que constitue le tonnerre. Donc, quand vous voyez ces dégâts matériels, donc je vous donne simplement un petit aperçu, vous comprenez que tout ce qui est vivant, que ce soit l'être humain, l'animal ou même le végétal, tout ce qui est vivant va être forcément altéré et va être modifié par le coup de foudre. Ça semble évident et c'est des connaissances que vous avez probablement. Donc, le mécanisme du foudroiement, il faut l'étudier de manière un peu plus précise. Il y a 4 mécanismes que vous retiendrez ou vous ne retiendrez pas, c'est très important. Simplement, le mécanisme le plus fréquent, c'est celui-ci, c'est-à-dire la foudre vous tombe sur la tête, ou tout au moins sur la partie la plus élevée, comme vous voyez, vous étiez un bateau, ce monsieur, ou un parapluie. Donc le courant tombe de haut en bas et s'écoule par les pieds au sol. Alors vous me direz, 100 millions de volts, c'est pas possible. Eh bien effectivement, vous avez cette phrase, le courant en fait s'écoule dans l'épaisseur de la peau, en contournant les viscères. Ce qui fait qu'en fait, la gravité est pas du tout grave, et pas du tout effective, à cause de ce phénomène d'arc de contournement qui protège le cœur en particulier, qui est évidemment le plus exposé à ce courant. Alors ça, c'est le premier mécanisme qui est beaucoup le plus fréquent. Il y en a un autre où la foudre, vous êtes là, la foudre tombe sur l'arbre qui est à 20 mètres ou 30 mètres. Mais elle rejaillit, elle rebondit, et donc elle vous retombe dessus après avoir s'être épuisée en partie sur un arbre, un pylône ou un toit. Et donc c'est un mécanisme indirect, qu'on appelle choc latéral, si vous voulez, et où évidemment l'énergie que vous recevez est moindre que dans le premier cas. Donc c'est un cas encore moins grave que le premier cas dont je vous parlais. Troisième opération, bon, c'est d'aller trop vite, la troisième opération qui est la plus grave, c'est le contact. C'est-à-dire la foudre tombe sur un conducteur électrique, un pylône, un tuyau de gaz, un tuyau d'électricité, un tuyau d'eau, et vous touchez ce tuyau. Et donc à ce moment-là, eh bien, en touchant le tuyau, vous avez forcément un passage à l'intérieur de l'organisme, c'est-à-dire que vous avez une capacité, je n'arriverai pas à avoir mon laser, bon, vous voyez le topo. Le dernier cas est un cas qui est très connu, très souvent par beaucoup de personnes, qui est la tension de bas, c'est-à-dire que la foudre tombe au sol, et elle crée des différences de potentiel par rapport au point où elle est tombée. Et quand vous êtes à cheval sur deux lignes de différence de potentiel,
un courant s'établit entre votre jambe droite et votre jambe gauche. Ce mécanisme est beaucoup plus marqué, puisque les différences de potentiel sont concentriques, pour les animaux et les quadrupèdes. Et donc, si vous voulez, les troupeaux sont beaucoup plus touchés et de manière beaucoup plus grave que l'homme à cause de ce phénomène que je vous indique, qui est une curiosité, mais qui est vérifiée, si vous voulez, par la physique. Alors, ça, ce sont les 4 mécanismes que tout le monde connaît. Vous savez qu'on parle souvent de la foudre en boule. Alors, la foudre en boule, c'est toujours de l'électricité, c'est de l'énergie électrique. Mais c'est un état qu'on appelle le plasma. L'état plasma, c'est le 4e état de la matière, où l'énergie se positionne sous forme d'une sphère, quelquefois toute petite, de taille d'une balle de golf, quelquefois très grosse, plus grosse qu'un ballon. Et cette boule, qui a des couleurs très variables, une intensité très variable, se déplace plus ou moins vite, quelquefois avec des accélérations, des ralentissements. Elle sort par la cheminée, elle passe par une serrure, sous la porte, elle se balade dans une pièce, ce qui fait qu'en fait, vous voyez, la foudre en boule, on n'est pas du tout protégé de la foudre à l'intérieur d'une maison. La foudre en boule vient vous chercher à l'intérieur d'une maison, même si vous avez portes et fenêtres fermées. Donc voilà, cette explication qui est difficile actuellement à comprendre, elle est très différente probablement des 4 mécanismes précédents. C'est quelque chose de tout à fait particulier. Je peux vous raconter une histoire. Là, un de nos fulgurés était assis sur sa chaise contre le mur. Il a vu arriver, par la fenêtre qu'il avait laissée ouverte, la boule qu'il a visée au niveau du front. La boule est venue cogner sur son front et il l'a projetée contre le mur de la pièce. Il a cru qu'il avait un trou dans le front. Il est allé vite regarder dans la glace, et il a vu qu'il n'avait pas de trou, mais pas de brûlure, rien. Mais le choc de cette boule a été bien perçu, bien entendu, et donc a entraîné un mouvement. Donc, si vous voulez, ça conforte l'idée que c'est une boule énergétique qui est quand même extrêmement importante. Alors, pour disparaître, ou bien elle s'en va, ou bien elle explose. C'est-à-dire qu'elle ne devient plus boule, elle disparaît par explosion. Ouais. Donc c'est un phénomène encore très très mal connu, mais qui peut-être permettrait de faire une meilleure compréhension globale du phénomène. Alors, on va revenir au foudroyer, c'est-à-dire comment on meurt de la foudre. Eh bien, on la meurt de 2 manières. La première, vous le comprenez, c'est une mort lésionnelle, anatomique. Vous savez qu'aux États-Unis, pendant longtemps, la chaise électrique, vous électrocutez volontairement avec 5 à 10 000 volts selon les installations. C'est-à-dire tout était prévu pour électrocuter volontairement le condamné à mort et le tuer tout de suite. Les autopsies de ces gens-là montrent qu'il y a effectivement une espèce de coagulation complète du corps humain qui obtient le résultat que l'on souhaitait, évidemment. Mais bon, on peut imaginer que la foudre, avec ses 100 millions de volts, crée un petit peu le phénomène analogue. Sauf que ça n'a jamais été démontré, car à l'heure actuelle, il n'existe aucune autopsie médicale ou médico-légale des foudroyés. C'est-à-dire que la Société médicale de langue française ne recense aucun cas. Je me suis intéressé à ce problème, et pour des raisons variables et diverses, la mort par la foudre est une mort naturelle et ne fait pas l'objet d'une enquête d'anatomopathologie. Donc on ne sait pas si les lésions constatées avec la chaise électrique sont de même nature ou proches de celles de la foudre, mais probablement. En fait, si vous voulez, le deuxième mécanisme pour mourir d'un coup de foudre, c'est un phénomène fonctionnel, c'est-à-dire un arrêt du cœur. Le cœur et la respiration, car quelquefois, effectivement, le courant traverse à l'intérieur la cage thoracique, paralyse le muscle cardiaque ou crée une fibrillation du muscle cardiaque. Mais dans les 2 cas, c'est
un arrêt de la circulation qui va intervenir. Alors, je vais en profiter, si vous voulez, parce que mes explications m'amènent à m'intéresser beaucoup à ce problème. Eh bien, cette façon de mourir, en fait, on ne devrait pas l'observer. Parce que dans la foudre, comme dans les autres cas, c'est-à-dire dans la mort subite, dans l'infarctus, la crise cardiaque, vous avez toujours le même phénomène qui impose une conduite à tenir qui est aujourd'hui tout à fait connue et qui devrait être appliquée par tout le monde, sauf que les gens ne le font pas. Mais vous voyez, la vie dépend de 3 gestes qu'il faut pratiquer tout de suite. Alerter le SAMU, nous faisons le 15, masser la victime et brancher un défibrillateur qui va permettre éventuellement, s'il y a une fibrillation, de défibriller le cœur. Donc vous voyez, le cas particulier du foudroyé, qui est donc un arrêt cardiaque, après on reçoit le foudre, qui est par terre, là, qui est effondré, qui ne bouge plus, qui ne respire plus, eh bien, vous avez la capacité, si vous êtes le témoin, et si vous en avez l'envie, si vous voulez, la compétence aussi de le faire. Voilà la séquence que j'apprends dans le lycée, à Toulouse, puisqu'on a considéré que c'était un geste citoyen, que tout le monde devait savoir faire. D'abord, vérifier que le cœur est vraiment arrêté, qu'il ne s'est pas écrit sur le front du malade, du blessé ou du foudroyé. Donc, vérifier qu'il ne respire pas, qu'il ne parle pas, qu'il ne bouge pas. Puis, alerter, c'est défibriller, conformément à la séquence officielle. Et une fois qu'on a lancé ça, ne jamais s'arrêter jusqu'à ce que le SAMU arrive, ou les pompiers, ou qu'il y ait un succès. On peut très bien obtenir une reprise cardiaque. Donc, si vous voulez, à l'occasion de la foudre et de cette situation extrême qui est le foudroyé, tout au moins, il reste foudroyé 3 minutes, c'est la mort apparente de 3 minutes. Au bout de 3 minutes, c'est la mort réelle. Et donc, la réanimation n'aura pas d'impact, de capacité d'agir. Mais pendant 3 minutes, dans ce cas précis, comme dans la crise cardiaque sur la voie publique, à droite ou à gauche, ou à domicile, vous avez cette possibilité, n'importe qui, d'agir. Alors vous me direz, le problème c'est le défibrillateur. Et là vous avez raison, le défibrillateur à Bagnoul, c'est l'accueil qui est à la mairie. Il faut donc, quand on déclenche l'opération, que quelqu'un aille chercher l'appareil pour le brancher, le mettre en service et faire le diagnostic de fibrillation. Si vous ne le faites pas, si vous êtes trop loin de l'appareil, eh bien, ce sont les pompiers ou le SAMU qui va arriver avec l'appareil. Et vous voyez bien le décalage. Mais en réalité, si vous avez commencé le massage cardiaque, les 3 minutes sont neutralisées. Dès que vous massez, vous faites circuler du sang, et donc à ce moment-là, vous pouvez attendre indéfiniment que le défibrillateur qui va déterminer si oui ou non l'arrêt cardiaque est associé à une fibrillation et le cas qui vous intéresse. Vous voyez, donc je profite un petit peu de faire un peu d'éducation sanitaire, excusez-moi, mais si vous voulez, le foudroyé fait partie de ces situations qui sont des cas particuliers par rapport à la mort subite en général. Donc vous voyez, les pompiers qui ont branché leur appareil, et c'est l'appareil qui va dire il y a fibrillation, il n'y a pas fibrillation. S'il y a fibrillation, l'appareil va délivrer un choc électrique. Vous voyez, c'est une curiosité, alors qu'on est dans la foudre, la conséquence du choc d'une électrocution. L'appareil va électrocuter le cœur pour faire cesser la fibrillation. Ça, tout à l'heure, il y avait des gens qui avaient des questions, je pourrais y répondre. Alors, revenons au fulguré, puisque c'est-à-dire les cas où les gens survivent. Eh bien, dans 2 fois sur 3, c'est-à-dire dans 60%, 70% des cas, la personne qui a subi un choc de foudre va survivre, mais il va présenter ce qu'on appelle une kéronopathologie, c'est-à-dire les manifestations qui sont la conséquence de la foudre, au lieu de tuer le malade, le rendent, si vous voulez, pathologique, c'est-à-dire accessible à la médecine nouvelle que nous avons mis en place. Cette pathologie, cette kéronopathologie, nous avons établi au fil des années, et j'ai contribué un petit peu à travers des publications, qu'elle évoluait chronologiquement en 2 étapes. Pendant quelques minutes ou quelques heures, il s'agit d'un accident électrique comme une électrocution.
Et je vous rappelle qu'on parle d'électrocuter quand on est mort et d'électriser quand on survit. C'est un peu similaire que fulgurer, foudroyer. Donc, la phase aiguë qui concerne le SAMU, qui concerne les urgentistes, les réanimateurs, c'est un accident. Mais c'est suivi, dans un délai que je vais vous préciser, d'une pathologie retardée, complication de la première, mais qui devient une véritable maladie chronique ou subaiguë au long cours, et qui fait évidemment que des patients ont besoin d'une autre consultation. Donc en direct, c'est les urgences. Bien sûr, le courant électrique a une affinité importante pour tout ce qui est système nerveux. Le cerveau, les nerfs, tout ce qui fait fonctionner l'organisme et qui le commande est touché. En priorité, la conscience. Donc pratiquement, presque tous, 98% des foudroyés, des fulgurés, pardon, a perdu connaissance. Cette perte de connaissance, elle est courte, de quelques secondes, quelques minutes, mais elle peut atteindre plusieurs heures et ça devient un coma. C'est-à-dire que fulguré, quelquefois un comateux, qui va demander des soins comme comateux, c'est-à-dire des troubles respiratoires et des mesures de réanimation importantes, puisque la conscience a disparu. Donc ça, c'est la première perturbation qui est statistiquement très présente. Elle est explorée aujourd'hui par les imageries à l'hôpital, on va y revenir. Deuxième niveau, au point de vue neurologique, c'est le système nerveux périphérique, en particulier les nerfs moteurs. Et donc on retrouve le cas de notre berger de l'Aubrac. Vous voyez, on peut avoir paralysé un membre, 2 membres, 3 membres, 4 membres. Donc ça, c'est des constatations empiriques, on ne sait pas pourquoi, mais c'est une vérification pratique. Il est évident que chaque fois que le fulguré est paralysé, il ne peut plus bouger, et souvent il a des difficultés à parler. Mais, et c'est la dernière ligne de la diapo, depuis Charcot, on sait, et ça s'est vérifié pour notre berger, la récupération de ces paralysies est totale, et quelquefois très rapide, quelquefois demandant plusieurs jours. Donc c'est un phénomène fonctionnel, une sidération du potentiel nerveux neurologique qui circule dans les nerfs, mais c'est quelque chose quand même d'important. Contrairement à la paralysie, il peut y avoir une hypertonie, une contracture, c'est-à-dire un état d'irritation. C'est la même chose sur le plan, si vous voulez, sensitif. Sur le plan sensitif, la sensibilité, nous avons souvent un phénomène irritatif, c'est-à-dire des fourmillements, des dysesthésies, vous voyez, des petites brûlures au bout des doigts. Mais quelquefois, c'est au contraire une anesthésie, c'est-à-dire que comme le nerf est paralysé au point de vue moteur, il est anesthésié au point de vue sensitif. On ne perçoit plus, le sujet ne perçoit plus quand vous le touchez. Donc vous voyez, cette atteinte des nerfs est intéressante à savoir parce qu'elle est impressionnante, mais elle est rassurante. Sauf quand il y a une participation musculaire. Vous savez que les nerfs moteurs innervent des muscles au niveau des membres, et que quelquefois la foudre touche le système nerveux, mais aussi la jonction neuromusculaire et le muscle. À ce moment-là, nous avons une autre maladie, beaucoup plus ennuyeuse, qui est une myopathie, c'est-à-dire une espèce de coagulation du muscle, une espèce d'essorage du muscle, vous voyez, sous l'effet de la contraction du courant électrique, qui est extrêmement moins réversible et plus inquiétante. Mais c'est un petit peu toujours pareil, c'est la cible du courant électrique atmosphérique, c'est évidemment l'appareil neurologique. On change de choses, c'est pour ça que dans notre consultation, il y a des brûlologues, et bien par des mécanismes variés, qui peut être le flash, l'éclair, la grande température qui est dégagée, qui crée, si vous voulez, des brûlures généralement superficielles. Dans les brûlures superficielles, vous avez celle tout à fait en haut, cette espèce de fougère, de feuille de fougère, qui s'appelle la figure de Lichtenberg, qui apparaît, une espèce de tatouage temporaire qui va durer quelquefois 2-3 jours et qui est lié, si vous voulez, à l'accumulation de l'énergie électrique sous-cutanée, dans la peau, dans l'épaisseur du derme.
Dans d'autres cas, c'est, vous voyez, les accessoires métalliques que l'on porte. Vous voyez, le soutien-gorge de cette dame. Ça peut être des bijoux, un collier, un bracelet. Et puis, ça peut être également le point d'entrée ou de sortie dans le cadre les plus graves, c'est-à-dire le cadre où il y a vraiment une traversée profonde de l'organisme qui donne alors des brûlures du 3e degré, beaucoup moins facile à guérir que le premier cas. Tout à fait en bas à droite, vous voyez, c'est l'explosion d'une chaussure de randonnée, c'est-à-dire qu'il y a le pied, c'est la diapo au-dessus, il y a un trou dans le pied qui est la sortie du courant, mais l'énergie s'est transmise à la chaussure qui a explosé. Donc le brûlure de la chaussure, quelquefois se retrouve un petit peu à distance. Alors, l'aspect ophtalmologique. Là, c'est l'éclair qui est très proche, qui peut d'abord simplement vous rendre aveugle pendant quelques minutes, le flash, l'intensité du flash, mais qui peut quelquefois aboutir à vraiment une brûlure de l'œil, de la cornée, du cristallin, quelquefois même de la rétine. Donc, si vous voulez, cette atteinte est très impressionnante pour la victime, parce que tout d'un coup, elle ne voit plus rien, et c'est quelque chose qui est, heureusement, là aussi, réversible pour la majorité des cas. Il y a aussi un aspect ORL, otorino-laryngologique. Le coup de tonnerre peut atteindre 130 décibels. Vous savez que c'est la limite de ce qui est supportable au point de vue auditif. Mais il y a aussi l'hyperpression qui peut atteindre plusieurs centaines de bars à proximité et qui fait éclater le tympan. La conclusion, c'est la surdité. Surdité unique ou bilatérale qui peut être totale et qui peut être même, si le tympan est rompu, c'est-à-dire éclaté, extrêmement difficile à réparer spontanément. Alors, à l'inverse de la surdité, qui vous empêche d'entendre, vous avez les bruits qui se rajoutent dans les oreilles, c'est-à-dire des acouphènes, cette espèce de bourdonnement, de sifflement qui s'installe et qui vont durer quelquefois simplement quelques heures, mais réapparaître, tout à l'heure nous allons le voir dans une forme retardée. Et puis, vous savez que l'oreille interne, ça sert à entendre, ça sert aussi à maintenir l'équilibre. Et donc, si les osselets, l'oreille interne est atteinte par le blast, eh bien, le sujet perd l'équilibre. Et donc, c'est une autre conséquence ORL qui va être mesurée. Vous voyez, je vous ai mis en haut des audiogrammes et des examens paracliniques qui sont faits par les spécialistes, dont certains font partie de notre consultation, puisque nous avons besoin de leur opinion pour apprécier exactement les conséquences. Alors, c'est pas tout. La foudre entraîne autre chose. Elle entraîne des traumatismes. Je vous l'ai mis d'un coup. Le traumatisme, c'est deux choses. C'est d'abord la chaleur extraordinaire, les 30 000 degrés, qui s'accumulent entre la peau et les vêtements, qui font exploser la peau, et quelquefois même font disparaître les vêtements. On trouve des fulgurés nus, c'est-à-dire qui ont perdu totalement leurs habits. Et puis, la projection à distance. Vous avez ce monsieur là qui était en fait sur son ordinateur en train de faire ses comptes avec sa souris. Il a été foudroyé par la souris et la foudre lui est rentrée par l'épaule et sortie par la fesse, mais il a été projeté 6 mètres en arrière. Vous voyez, c'est un phénomène. Alors évidemment, vous imaginez les conséquences possibles, des fractures, des luxations, des entorses, des plaies, de la traumatologie, conséquence de ce phénomène de projection. Donc, vous voyez, ça complique et ça enrichit le tableau des conséquences du coup de foudre, mais de manière moins spécifique. Alors, l'aspect nouveau, l'aspect sur lequel nous insistons beaucoup et pour lequel nous nous sommes associés avec les psychotraumatologues, les psychiatres chargés du stress, eh bien, c'est cette double constatation. C'est ce qu'on appelle la blessure invisible, mais qu'il faut rechercher systématiquement d'emblée. Vous avez deux phénomènes, deux items, si vous voulez,
on analyse séparément. Le premier, c'est l'aspect émotionnel. Les personnes ont l'impression d'une mort imminente, c'est-à-dire ils sont tellement surpris par la violence du bruit, de l'éclair, la projection, enfin, l'environnement, les circonstances sont tellement exceptionnelles, inattendues et intenses que vous avez, vous voyez, des sentiments variables et quelquefois dans des formes moins violentes, un peu dégradées. Mais c'est l'aspect émotionnel, personnel, subjectif que l'on peut faire, qu'on peut interroger, on va dire, un sujet duquel on peut l'interroger. Et un deuxième aspect qui n'a rien à voir, qui est la dissociation péritraumatique. La dissociation péritraumatique, c'est dissocier, c'est-à-dire que vous vous voyez de l'extérieur, comme si vous étiez sorti de votre corps, et vous n'avez plus conscience, vous ne comprenez pas exactement cette situation nouvelle, instantanée, qui vient de se créer, et qui est évidemment très déstabilisante, et qui se rajoute au premier effet. Voilà. Alors, ces perturbations, normalement, du fait qu'il y a souvent, avec la perte de connaissance, une certaine amnésie, on a quelquefois la difficulté à les retrouver lorsqu'on voit les patients en consultation de manière secondaire. Mais, curieusement, dans la majorité des cas, ces perturbations persistent. Vous voyez, les gens oublient quelquefois les détails du coup de foudre, mais cet aspect émotionnel ou de dissociation est évaluable. Nous avons des échelles mathématiques que les psychiatres constituent et on peut coder le retentissement initial psychologique de la foudre. Alors ça c'est très intéressant parce que ça donne une dimension à travers évidemment des déclarations subjectives mais qui permettent de chiffrer un petit peu les conséquences. Alors, maintenant il faut passer à l'étape corrective, l'étape thérapeutique, la conduite à tenir. Eh bien, le survenu d'un coup de foudre est synonyme d'appel au SAMU, appel au 15. C'est une affaire à médicaliser. Il faut le conseil et la décision d'un médecin régulateur. Et que va faire le médecin régulateur? Eh bien, vous savez que le régulateur a le choix de décisions à prendre pour améliorer les choses. Eh bien, dans tous les cas, le médecin régulateur fait intervenir une équipe médicalisée, un SMUR, à bord d'une ambulance, d'une voiture de liaison qui rejoint les pompiers, ou bien un hélicoptère. C'est une obligation. Coup de foudre pour le SAMU, qu'il faut appeler, égale décision d'intervenir calmement sur place. Alors sur place, comme tous les autres cas, et ça n'a rien de spécifique, l'équipe SMUR fait un bilan de la victime, bilan circonstanciel, lésionnel, fonctionnel, les grandes fonctions, les grandes lésions, et met en jeu, met en œuvre les moyens habituels. C'est un traitement symptomatique normal, sauf que les circonstances sont précisées de manière très nette et très détaillée pour essayer d'assurer un bon dossier référentiel par la suite. Vous avez ici, vous voyez, une intervention du marin-pompier de Marseille sur un fulguré qui est pris en charge par une équipe héliportée et qui va être évacuée sur les hôpitaux de Marseille. Alors ça, c'est la phase préhospitalière. Le transport, eh bien, le transport peut se faire, c'est le médecin régulateur et le médecin sur place qui en conviennent. On vient à bord d'une voiture, d'une ambulance, médicalisée ou non, ou paramédicalisée dans certains cas, et puis le médecin régulateur, évidemment, choisit la destination. Si c'est un cas moyen, ordinaire, dirons-nous, c'est l'accueil des urgences générales. Mais si c'est un état préoccupant, comme des brûlures, ça sera le service des grands brûlés. Si c'est un état neurologique avec un coma, ça sera un service de réanimation. Donc, si vous voulez, la chaîne choisit la meilleure réponse, c'est-à-dire la meilleure suite à donner à l'intervention médicalisée sur le terrain. Dans tous les cas, et ça je l'ai mis en rouge parce que, encore cet été, j'avais vu, au mois d'août, il y a eu une famille qui a été foudroyée dans le département, et le journaliste concluait en disant « c'était pas grave, on les a laissés sur place ». C'est une grosse erreur.
notre conduite à tenir est impérative. Dans tous les cas, il faut emmener le fulguré dans un service d'hospitalisation. Non pas pour y être hospitalisé forcément, mais pour y être mis en observation et constituer un bilan référentiel, paraclinique, documenté. Cette notion est souvent difficile à faire passer parce que les gens qui ont survécu, ils ne veulent pas aller à l'hôpital, ils savent dire, oh, ils vont attendre, tout ça. Dans les cas graves, c'est peut-être différent. Mais les cas moyens sont souvent récalcitrants à cette mise en observation de quelques heures. En fait, il nous suffit de quelques heures pour faire les prises de sang, l'imagerie médicale, qui est nécessaire pour conforter un petit peu l'accident initial. Donc, vous avez cette partie à l'hôpital, avec quelquefois donc 6, 8, 10 heures, ça dépend de l'heure à laquelle vous arrivez, mais vous avez surtout la constitution de ce dossier référentiel qui est fondamental puisque, j'y reviens et je vais vous le redire, il y aura des suites. Ça ne va pas s'arrêter là. Cet accident va devenir une maladie et c'est parce que vous avez un dossier établi à ce moment-là, le dossier pré-hospitalier du SMUR, du SAMU et le dossier de l'accueil, qu'on va pouvoir comparer par la suite les symptômes qui vont apparaître ou disparaître et qui vont donc s'inscrire dans l'écriture de cette nouvelle maladie qui est la chronopathologie. Alors, qu'est-ce que ça devient en pratique? Eh bien, dans beaucoup de cas, c'est une guérison sans séquelles. La quadriplégie rétrocède, le malade, il descend de l'hélicoptère, il veut repartir et il repart. Il est guéri entre guillemets, c'est-à-dire il n'a plus les symptômes qu'il avait en arrivant. Donc il est content. Mais en fait, très souvent, et il faut prévenir le patient sans la foulée, surtout le médecin de famille, qui n'est pas du tout au courant et bloqué sur ce type de pathologie, qu'il va y avoir, il risque d'y avoir, mais statistiquement le risque est assez élevé, au bout de 4 à 5 semaines, soit des symptômes initiaux qui reviennent, soit ils ne s'étaient pas complètement atténués et ils s'aggravent, soit ils apparaissent. Et vous avez, vous voyez, une longue série de symptômes extrêmement variables. C'est très polymorphe. Et tout cela va constituer, après l'accident initial, la maladie. Vous voyez, on passe dans la chronologie dans le temps, une espèce de situation anormale, subaiguë, voire chronique. Et vous voyez, je vais vous l'illustrer, mais par exemple, les difficultés à la marche qui fait d'une atteinte musculaire et pas simplement nerveuse sont importantes. Vous avez ici, vous voyez, cette image qui au début était une brûlure et qui est devenue des cicatrices visqueuses, kéloïdes, qui vont évidemment être handicapantes, inesthétiques, et qui vont nécessiter la chirurgie plastique. Vous voyez, je vous ai marqué la greffe tympanique. Si le tympan a explosé, il faudra que l'ORL fasse une correction au niveau du tympan. Ça peut être au niveau de l'œil, l'ophtalmo traiter une cataracte qui apparaîtra au bout de celle-là de plusieurs mois. Ça peut être une prothèse auditive, si la surdité ne disparaît pas, il faut prescrire un appareil. La chirurgie plastique, c'est évident dans les cas particuliers, et la rééducation, puisque ces difficultés à la marche sont souvent neuromusculaires, mais plus musculaires que neurologiques. Et donc, la myopathie impose une rééducation particulière qui est longue, qui est difficile. Nous avons des fulgurés qui ont mis 3 ans dans des centres de rééducation à remarcher, à monter des escaliers et à se déplacer, à acquérir une autonomie sans canne et sans prothèse. Donc, si vous voulez, on est passé, vous voyez, d'une maladie, d'un accident banal, qui aurait pu rester banal, à des choses qui deviennent extrêmement invalidantes et handicapantes pour le patient, mais aussi pour son métier et pour sa famille. En fait, ce qui a fait la gravité de la maladie du fulguré, c'est la dimension psychologique. Et je vous en ai parlé en phase aiguë, mais souvent ça s'atténue assez rapidement, mais ça revient. Et ça revient, vous voyez, selon 4 possibilités.
Alors il y a des choses assez banales. La dépression, avec des crises de dépression qui durent plus ou moins longtemps, mais qui ont tendance à se rapprocher, à devenir de plus en plus intenses. L'asthénie, l'anorexie, l'amaigrissement, ce n'est rien de spécifique à la foudre, mais ça souvent génère évidemment une demande d'aide aux médecins de famille ou voire au psychiatre. Les crises de panique, ce sont des accès de suite d'anxiété, mais avec agitation. C'est-à-dire tout d'un coup, sans que le sujet sache pourquoi, il est pris d'une inquiétude qui l'amène à se mobiliser dans tous les sens de manière incohérente. La phobie de l'orage, c'est plus calme. C'est-à-dire ce sont des gens qui, dorénavant, ont peur de l'orage, mais de manière anormale. C'est-à-dire qu'ils regardent à la télévision la météo 3 fois par jour, et s'ils ont prévu de sortir le soir ou l'après-midi, ils ne sortent pas s'il y a une menace. Ils sont complètement déstabilisés par cet état qu'ils ont vécu et qui aboutit à un changement de comportement. Alors en réalité, ce qui est le plus grave et qui se retrouve dans le cas de la foudre comme dans le cas des attentats, des viols, des agressions, enfin, de toutes les situations très violentes auxquelles sont soumises certaines personnes, ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Alors, je vais simplifier parce que c'est extrêmement complexe. Ce que j'en retiens, ce sont les deux mots en rouge. D'habitude, vous savez, on se souvient des événements fâcheux, en particulier la nuit, on fait des cauchemars. Mais le stress post-traumatique, c'est bien au-delà. C'est une reviviscence, et non pas simplement une réminiscence. Ce sont des gens qui revivent totalement l'accident avec la même intensité, la même frayeur, et vraiment une déstabilisation profonde. Et ça, c'est évidemment très générateur de complications comportementales et professionnelles personnelles. Quand ce n'est pas cette intensité de reviviscence, c'est cet état de crainte, d'hypervigilance. Les gens sont sur leur garde, ils ont peur de la foudre, mais ils ont peur de tout. Ils ont peur du voisin, ils ont peur des événements d'actualité. Vous voyez, ils sont déstabilisés sur le plan personnel, et c'est quelque chose, une fois de plus, que je répète, que l'on voit après, même, vous voyez, à Toulouse, après l'explosion de l'usine AZF, on a eu des gens qui sont dans cet état, et je ne vous dis pas, depuis qu'il y a des attentats en chaîne, dans notre pays, les psychiatres ont vraiment affaire à beaucoup de ces situations, ce qui permet d'ailleurs du reste de faire énormément de progrès dans leur prise en charge, mais évidemment, il vaudrait mieux ne pas avoir le faire. Alors en pratique, voilà la conduite à tenir qui est en dégradé. Votre médecin de famille va vous prescrire du Laroxine, de l'anafranil, des antidépresseurs, parce que c'est souvent, ça apparaît comme une dépression banale. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas. On augmente les doses. Le problème, c'est que les antidépresseurs, plus on augmente les doses, plus vous créez la somnolence, l'hyperapathie. Et donc, c'est l'échec. Et le médecin de famille, souvent, est dans une impasse. Alors, il appelle le psychiatre. Et beaucoup de psychiatres ne connaissent pas bien la psychotraumatologie et continuent à manipuler des molécules variées, de tranquillisants ou autres. Il y a aussi l'intervention de psychologie. Chez les psychologues, c'est-à-dire soit sur le conseil de médecin, soit sans le conseil, on va directement chez le psychologue, et là aussi, certains sont très au point, et d'autres le sont moins. Le nomadisme médical en est la conséquence. Les médecins ne sont pas au courant de cette pathologie, et donc ils considèrent que le patient, le figuré, est un simulateur, qui n'exprime pas bien ses besoins, et donc les solutions de correction ne sont pas bonnes. La meilleure thérapeutique, c'est la dernière ligne, ce qu'on appelle les PCC, c'est la psychothérapie. La psychothérapie spécialisée, cognitive, comportementale, qui est exécutée ou par des médecins ou par des psychologues, mais spécialement entraînés et formés à leur maîtrise. Et avec cette méthode, dans d'autres consultations, nous voyons beaucoup de ces cas-là, sur des périodes prolongées, car on part sur des durées de plusieurs mois, de plusieurs années, on observe une espèce de déblocage des circuits neuroniques qui entretiennent ce stress post-traumatique. Et vous voyez, on est passé dans un domaine tout à fait différent, nouveau,
demande une contribution, une participation, une collaboration du patient avec une confiance avec son thérapeute, mais qui est un petit peu ce que nous faisons de mieux dans notre consultation lorsque nous avons affaire à ces cas un peu, quelquefois, très difficiles, voire dramatiques. Alors, il y a aussi une autre mention que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les dégâts matériels qui sont synchrones des dégâts corporels. Lorsque vous avez perdu votre maison, votre outil de travail, des biens personnels, que vous n'êtes pas couvert par l'assurance, ou que l'assurance ne veut pas vous rembourser, vous comprenez bien que les difficultés psychologiques vont être très difficiles à soigner. Et nous nous sommes trouvés à plusieurs reprises dans cette situation où il a fallu intervenir auprès des médecins des sociétés d'assurance, qui n'étaient pas du tout convaincus, qu'il fallait aider financièrement les victimes de manière à les aider à guérir. Donc vous voyez, dans notre consultation, nous avons toujours, dès qu'il y a un problème de cet ordre, un médecin légiste qui s'est spécialisé un petit peu dans ces problèmes, qui intervient avec des avocats, avec des intermédiaires, de manière à contribuer à l'action correctrice du psychiatre. Voilà. Donc ça, je le signale parce que c'est l'une des originalités que nous avons à Toulouse grâce à la compétence d'un de nos collègues. Alors, notre consultation, excusez-moi, je suis un peu rapide. Notre consultation, elle a lieu donc à Purpan, à l'hôpital de psychiatrie, un nouvel hôpital psychiatrique. Elle est donc rattachée au service du professeur Birne, qui est un psychotraumatologue. C'est un psychiatre, mais bon, il soigne des gens normaux finalement. La psychotraumatologie s'adresse à des gens comme vous et moi, qui n'ont pas de dimension de maladie mentale. Donc, il y a une dizaine de consultants, ils ne sont pas tous présents lors des consultations, c'est en fonction des plaintes qui sont exprimées avant la consultation qu'on les convoque. Donc, vous voyez, le but de la consultation est double. Apporter une aide aux fulgurés, éventuellement en établissant l'imputabilité objective à la foudre, qui est contestée par tout le monde. A priori, quand les gens racontent des histoires fabuleuses, on comprend que les assurances soient réticentes. Donc nous, on établit formellement le lien entre la foudre et les perturbations qu'on constate. Donc on va aider médicalement, avec nos différents spécialistes en fonction des cas, à la correction. Et la deuxième étape, le deuxième but, c'est ce que je disais depuis le début. Il nous faut plus de cas pour comprendre mieux ce qui se passe. Et donc, on constitue un cahier, un classeur épidémiologique pour mieux connaître tout ça. La base de cette étude, c'est ce questionnaire informatisé qui est remis, qui est confié aux patients avant qu'ils viennent à la consultation. C'est un document qui a une trentaine de pages, qui établit de manière très précise et donc avec des items qui ont été vérifiés, la situation telle que historiquement elle s'est déroulée. Et c'est sur la base de ce document que la consultation a lieu. Nous précisons les réponses qui ont été insuffisantes, on pose d'autres questions qui n'étaient pas prévues, et donc on recense et on archive le dossier qui intègre bien sûr le dossier du SMUR et le dossier de l'hospitalisation à la phase aiguë. Donc cette phase de consultation, elle se fait sur place, mais de plus en plus souvent, donc nous avons des clients dans la région toulousaine, on n'en a plus, et donc on va les chercher là où ils sont. Le dernier dont je m'occupe, il est à Épinal, dans les Vosges. C'est un forestier qui a été foudroyé dans sa forêt. Et donc ce monsieur, il n'est pas évidemment question qu'il puisse venir à Toulouse. La consultation dure 2 heures et le voyage est bien plus long. Donc nous utilisons, ce dont on parle encore ce matin à la télévision, la télémédecine. La télémédecine, à Toulouse, nous sommes en pointe. Et donc, vous voyez, c'est très simple. On demande l'accord du patient, on lui fait télécharger un logiciel particulier sur son ordinateur à son domicile,
et on établit un rendez-vous où nous nous mettons dans une pièce et on communique pendant 2 heures avec l'ordinateur personnel. Vous voyez ici, il s'agit d'une famille de foudroyés, de randonneurs, qui a été foudroyé en Corse, qui est de Grenoble en fait. Et donc, nous pouvons dialoguer. Alors évidemment, on n'examine pas physiquement le patient, puisqu'on est à distance, mais grâce au dossier qui a été rempli, grâce à des informations complémentaires, quelquefois à d'autres examens que nous demandons, on arrive à préciser les affaires de manière suffisante. Hein, oui. Donc, cette méthode, actuellement, elle est devenue un petit peu ce que nous faisons en priorité, parce que tous les gens que nous voyons cette année, en tout cas, ils sont tous très loin. Le précédent était en Normandie. Vous voyez, donc c'est des gens qui ne peuvent pas envisager de venir à Toulouse pour les besoins de cette consultation. Et vous voyez l'équipe de les différentes personnes. Donc, le professeur Byrne, moi-même, monsieur le docteur Laguerre, le docteur Joubert. Vous avez 4, ce jour-là, il y avait 4 consultants, mais certaines fois, on est plus ou moins nombreux en fonction des besoins. Alors, sur 5 ans, on n'a fait que 56 consultations. C'est pas beaucoup. Alors, on sait qu'il y a, mais il n'y a aucune statistique officielle, ni à la sécurité civile, ni à l'Institut national de veille sanitaire, ni à l'intérieur, ni à la santé. On ne tient pas compte des coups de foudre. Donc, c'est une évaluation comme ça, qui dit qu'il y a une centaine de cas en France par an. En fait, il y a des années à foudre et il y a des années avec moins de foudre. Il y a des fluctuations. Donc, cette année, il semblerait qu'il y a eu beaucoup de foudre, mais pas tellement de victimes foudroyées. Le dernier bilan, c'est plutôt un bilan animal. La semaine dernière en Corse, 150 brebis ont été supprimées, foudroyées. Mais le berger, lui, n'a pas été concerné. Vous voyez, c'est une curiosité d'actualité dont je vous parle. Alors, si on analyse les 56 dossiers, on a fait faire une thèse de doctorat d'État en médecine, voilà ce que ça donne. Mais, vous le lisez, ça va bien comme ça. On a l'impression qu'on cadre bien la maladie. En fait, il y a des gens beaucoup plus jeunes et beaucoup plus âgés qui ne sont pas du tout dans ces circonstances. Il y a des écarts types extrêmement élevés. Il y a un très grand polymorphisme. Je sais que c'est une des questions fondamentales de la chronopathologie. Pourquoi y a-t-il des gens qui meurent, qui ne meurent pas? Pourquoi y a-t-il des formes graves et pas graves? Pourquoi y a-t-il des formes plutôt neurologiques qu'ORL? Et en particulier, c'est le cas lorsqu'il y a un collectif de fulgurés. Vous vous rappelez, il y a 2 ou 3 ans, au parc Monceau à Paris, il y a eu un groupe de lycéens qui a été foudroyé dans le parc Monceau. Eh bien, vous aviez un qui a été en arrêt cardiaque et plusieurs qui ont été extrêmement choqués, brûlés, traumatisés, mais la majorité n'a rien eu ou très peu. Donc, ces inconnus des effets médicaux de la foudre, c'est vraiment ce qui nous interpelle et ce que nous aimerions approcher et préciser à travers un plus grand nombre de cas. Oui, notre démarche, elle est autant pour rendre service aux patients fulgurés qu'à la communauté susceptible de l'être un jour ou l'autre. Alors, la question pratique, et celle que le journaliste de France Bleu ce matin a posée, c'est alors quid de la protection, parce que effectivement, il y a beaucoup de foudre, mais ce serait mieux si on n'était pas foudroyé, étant donné que nous avons les moyens d'améliorer les gens, mais ce serait mieux d'éviter d'être foudroyé. Alors, je vous dis tout de suite que la réponse est c'est pas évident. C'est-à-dire que la protection, je vais directement à la conclusion, à 100% est illusoire. Alors, bien sûr, il vaut mieux être à l'intérieur qu'à l'extérieur. Dans les habitations, fenêtres et portes fermées, la fréquence des accidents de foudre est bien moindre qu'à l'extérieur. Ça saute aux yeux, mais ça c'est confirmé. Mais, contrairement à ce qu'on voit, on n'est pas du tout en protection, même si l'habitation a un paratonnerre efficace, des parafoudres sur les prises. Vous savez, le paratonnerre, ça protège l'immeuble,
Les parafoudres, ça protège au niveau des appareils qui sont branchés sur domestiques, le téléviseur, la machine à laver. Quelquefois, le parafoudre est inclus dans le disjoncteur, dans le compteur électrique, hein. Mais si vous voulez, la foudre peut arriver par le fil téléphonique ou par le conduite de gaz ou d'eau. Donc, si vous voulez, les parafoudres ne sont pas totalement efficaces. Et les paratonnerres, il n'y a que les édifices publics qui reçoivent de la population, une grande quantité, où c'est obligatoire. Chez vous, si vous voulez vous faire plaisir pour installer un paratonnerre, ça va vous coûter la peau des fesses, et c'est pas très fréquent en pratique. Hein. C'est uniquement si vous êtes dans un établissement public que vous avez la protection de la foudre. Donc vous avez ici un petit peu, dans le détail, vous voyez que les PO font partie d'un des départements les plus foudroyés de France. Donc ça s'est confirmé cet été, où il y a eu plusieurs maisons qui ont pris feu, des arbres foudroyés. Moi j'ai vu ça dans les départements. Et voilà, donc si vous voulez. Alors, un mot quand même sur les voitures. On prétend que, quand vous êtes à l'extérieur, une bonne protection, c'est de monter dans sa voiture. La voiture fait cage de Faraday, elle est isolée du sol avec les pneumatiques, et normalement, vous ne risquez rien. Alors, c'est normal, bon. Dans la plus grande majorité des cas, c'est le cas. Mais, chaque année, il y a des dizaines de voitures, alors il n'y a personne dedans, mais qui sont détruites par la foudre. Le tableau de bord explose. Tout le circuit électrique moteur est détruit. Les fils électriques qui alimentent le klaxon, les feux, les phares, tout ça, est coagulé. Et donc, le courant arrive par l'antenne de radio de la voiture, par le dispositif de désembuage de la vitre arrière, et donc arrive à pénétrer à l'intérieur de la voiture. Et donc, il y a très peu de cas où on a eu, enfin, nous on n'en a pas vu, mais dans la littérature, il y a eu quand même des cas où, malgré la protection de la cage de Faraday, il y a eu des gens. Donc, tout ça pour vous dire que, je reviens, si vous êtes dans la nature, la position de protection, c'est bien sûr pas sous un arbre, pas sous une falaise, pas sous un pylône, mais accroupi en position basse, en s'étant débarrassé de tout ce qu'il y a de métallique. Les bijoux, le téléphone portable, les lunettes quand elles sont métalliques, le piolet quand on fait de la rando, avec tout ce qui est susceptible d'être porté à haute température, de brûler, ou même d'attirer, si vous voulez, le piolet porté à la main peut faire une espèce d'antenne qui attire la foudre. Comme le mât du bateau. Vous savez que le mât du bateau, il précise que souvent, il faut mettre la chaîne de l'ancre à l'eau pour entraîner le déplacement de ce courant électrique atmosphérique vers l'eau. De nager dans l'eau, il y a eu des fulgurés dans la piscine ou dans la mer. Hein. C'est-à-dire que, curieusement, le courant électrique arrive à atteindre un nageur. Vous avez ici un avion, les avions aussi sont foudroyés plusieurs fois par jour, il y a des millions d'avions qui volent, et donc la foudre sur les avions est extrêmement courante, mais la plupart des avions sont des protections. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous savez que l'Airbus A350, les derniers Boeing, sont des avions en composite qui ne sont plus métalliques, et donc qui ne protègent pas aussi efficacement que précédemment. Mais des études particulières permettent de rattraper ce défaut. Ce qui fait qu'en pratique, dans notre série, il y a eu un cas d'une hôtesse de l'air qui se plaint d'avoir été foudroyée sans qu'on puisse vraiment l'affirmer. Par contre, il y a des désordres sur les appareils de navigation des avions, comme sur les voitures. Donc, c'est le hasard. C'est le hasard dans la production, et c'est déjà le hasard dans les effets. Alors, il y a des effets positifs. Pardon, je vais trop vite. Les effets positifs. Alors, les effets positifs, c'est une curiosité qui intéresse tout le monde, parce que
c'est très mal connu, et c'est pourtant une réalité, et nous en avons observé plusieurs cas. Alors vous avez d'abord des gens qui sont fulgurés plusieurs fois. Le record du monde actuellement est détenu par un Mexicain qui a été fulguré à 7 reprises. C'est un Mexicain donc, qui travaille en fait dans un ranch, donc qui est soumis dans une zone où il y a beaucoup de foudre, et qui a pris l'habitude, on attire la foudre, mais en fait lui c'est le cas, et chaque fois qu'il est foudroyé, il est de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'il est de plus en plus fier. D'abord les médias arrivent, et chaque fois on constate qu'il est de plus en plus en forme, ce qui est également une curiosité en soi. Et ce n'est pas du bluff, ce n'est pas une dissimulation. Les cheveux qui repoussent. Alors, je ne sais pas si les chauves, ça pousse, mais les gens qui les avaient perdus, ça repousse. M. Cahuzac n'aurait pas à faire ses greffes. Donc, si vous voulez, ça aussi, pourquoi? À l'inverse, je vous donne un exemple un peu curieux, d'un animal, un chat, qui a été foudroyé avec sa maîtresse, dans sa maison. Ce chat, qui était exécrable, égoïste, suite au coup de foudre, d'abord il perd ses moustaches, vous voyez, c'est le phénomène inverse de la calvitie, et surtout il devient hyper affectueux, c'est-à-dire il saute dans les bras de sa maîtresse, il ronronne, il a changé totalement de comportement, et c'est pérenne, c'est-à-dire que ce chat a changé totalement de psychologie. Voilà. Les cancres qui deviennent majors, des gens qui n'ont pas fait d'études et qui les entreprennent, qui ont des diplômes, qui acquièrent des fonctions professionnelles importantes. Et tout simplement des changements de comportement comme le chat, c'est-à-dire des gens qui étaient exécrables, des gens mal vus de leur famille, très mauvaises relations professionnelles ou personnelles, qui deviennent subitement sociables, agréables, et qui acquièrent des capacités inattendues. Alors la dernière ligne, c'est la plus intéressante, parce qu'on a plusieurs cas, et à Toulouse, je suis fier d'avoir trouvé ces cas. Le premier cas, je vous le raconte dans le détail, parce que ça vaut le coup. C'est une dame qui est pompier volontaire, dans l'Aude, Carcassonne. Elle est au Mont-Alaric. Vous voyez où c'est, au-dessus de la vallée, là. Et elle surveille les feux de forêt avec des jumelles et un collègue. Elle regarde s'il y a des fumées, il y a une radio pour prévenir qu'il y a un départ de feu. Eh bien, dans cette fonction, où elle passe plusieurs heures très exposée au sommet de ce mont Alaric, qui est à 1000 quelques mètres d'altitude, un coup de foudre tombe et lui tombe dessus. Et, manque de peau, c'est le cas le plus grave. Arrêt cardiaque. C'est-à-dire que cette personne, jeune femme, 25 ans, tombe par terre. Bon, son collègue pompier secouriste fait le diagnostic, fait la manœuvre et déclenche les secours, il y a sa radio, enfin bon. Tout ça s'organise tellement bien qu'on récupère l'arrêt cardiaque et on transporte cette dame au centre hospitalier de Carcassonne, en réanimation, bien sûr, puisqu'elle est encore dans le coma, elle ne respire pas bien. Mais au fil des heures et des jours, tout se passe bien. Nous sommes tous très contents, et l'intéressée, la première, mais l'intéressée ne se souvient pas de très grand-chose, si ce n'est que, très rapidement, elle raconte qu'elle a vu, dans cette période de coma, d'arrêt cardiaque, son voisin, mort la veille, qui lui dit « Viens avec moi de l'autre côté, on y est très bien ». Et elle qui répond « Non, non, je préfère rester avec ma famille ». On va dire la création d'un véritable cinéma. Voilà. Alors on en reste là pendant quelques temps, elle reprend des activités, il y a plusieurs dans sa vie professionnelle, plusieurs changements, je passe sur les détails. Et progressivement, elle prend l'habitude d'entrer en communication avec les morts, avec les décédés. Et les familles viennent voir cette dame qui devient médium et intermédiaire avec les décédés des familles. Ça marche tellement bien, elle leur rend tellement de services, qu'elle monte un cabinet, il est vraiment très actif, qui est à Narbonne. Je vais faire la publicité, mais si vous avez ce problème, allez la voir.
Alors, elle s'intéresse donc à tous les gens qui ont des souffrances par rapport à la perte de l'être cher. Et elle est capable donc d'entrer en liaison avec ces gens, c'est ce que constatent les gens qui ont recours à elle, et ça améliore bien sûr la situation. Vous voyez, donc cette capacité surnaturelle, entre guillemets, parce que évidemment, sur le plan médical, on ne peut pas appeler ça surnaturel, mais bon, on constate effectivement une capacité qui se décline tous les jours au plan professionnel de quelqu'un qui rend service à la société, au fond, même si nous, on n'y croit pas trop, mais on est obligé de le voir. Deuxième cas, c'est encore un pompier volontaire, qui lui aussi est foudroyé au cours de l'entraînement dans les Pyrénées. Il est foudroyé et bon, il s'en sort assez bien, c'était d'une forme pas très grave, bon, il vient à notre consultation et lors de la deuxième consultation, parce que souvent on les reconvoque pour voir ce qu'ils deviennent, eh bien il nous explique qu'il est devenu magnétiseur. C'est-à-dire que ça a commencé avec sa belle-mère qui avait des douleurs rhumatismales au bras, au épaule, je ne sais pas. Il s'est approché, mais sans le vouloir et sans le savoir, sans la toucher. Elle a senti l'énergie, une chaleur, et la douleur a disparu. Alors qu'elle était depuis plusieurs semaines accablée par ce mal. De fil en aiguille, il a pris l'habitude de cas analogues de ses copains, et lui aussi, ça a fini par un cabinet officiel de magnétiseurs où les gens qui ont des douleurs résiduelles, rhumatismales ou autres, viennent le voir et où il guérit les gens. Alors, il est évident que nous, on peut difficilement dire que c'est la foudre qui lui a fait acquérir ça. On le constate, mais on est dans le cadre des effets positifs, peut-être la conséquence, et non pas de catastrophe psychologique, mais au contraire d'amélioration dans le domaine du système immunitaire. Voilà, donc c'est simplement pour vous amuser, mais pour vous dire que rien n'est perdu, et il ne faut pas s'étonner à ce qu'il y ait des situations un peu particulières, qui ne sont pas, bon, un peu exceptionnelles, mais qui existent. Alors, vous savez que, bon, nous sommes dans un centre hospitalier universitaire, donc je fais des soins, je fais de l'enseignement, ce que je fais ici, même si c'est délocalisé, et on fait de la recherche. Alors pour la recherche, si vous voulez, les Pyrénées-Orientales ont la particularité de posséder à Perpignan une antenne du CNRS qui s'est spécialisée dans les effets géologiques de la foudre. La directrice de recherche de cette unité a mis au point, a découvert qu'au sol, là où la foudre est tombée, eh bien, il apparaît des nanoparticules qu'elle a analysées par spectroscopie, microscopie électronique. Je vais vous passer les détails parce que ce n'est pas ma partie. Ces nanoparticules, on les a trouvées partout. Partout où il y a eu de la foudre. Et on les a trouvées en particulier dans les bâtiments, les restes archéologiques. Et la découverte initiale a été faite en Syrie, dans des vestiges qui datent de 4 à 5 000 ans. C'est-à-dire que la création par l'énergie électrique d'une matière, en quelque sorte, même si elle est nanoparticulaire, c'est la transformation d'énergie en matière, en quelque sorte, eh bien, est pérenne. Et c'est une signature de la foudre. C'est-à-dire qu'on sait, quand on trouve ces nanoparticules, que cet endroit a été foudroyé. Et alors, la nouveauté, c'est ce qui est à l'écran. C'est que sur des fulgurés, sur leurs vêtements, mais aussi maintenant sur leur sang et leurs urines, on trouve la signature intra-organique, intra-vitale, si vous voulez, et on est en train de le chercher aussi sur les végétaux, sur les arbres, ces substances, voilà, qui sont peut-être toxiques. C'est peut-être là le mécanisme de la foudre. Nous, on pense que c'est électrique et que c'est des phénomènes d'interférence avec le potentiel nerveux. Peut-être aussi y a-t-il une dimension chimique, intoxication, biochimie, nano-biochimie, on ne sait pas. Mais, donc, si vous voulez, grâce à cette collègue de Perpignan, nous allons probablement
vers des découvertes intéressantes qui vont renouveler un petit peu l'intérêt et élargir. Alors, il s'est constitué pour exploiter ces découvertes ce qu'on appelle un groupement interdisciplinaire sur l'étude de l'électricité atmosphérique naturelle. Alors, ce groupement rassemble un certain nombre d'enseignants, de chercheurs de différentes disciplines qui ne sont pas toutes dans le domaine ni médical ni chirurgique, mais aussi astrophysiciens, et c'est donc intéressant. Alors, un mot sur l'astrophysique, parce que c'est intéressant et c'est aussi des découvertes actuelles. Je vous disais que la foudre tombe des nuages au sol, c'est ce qu'on voit parce qu'on est au sol, mais la foudre monte également des nuages à l'ionosphère. C'est ce que voient les pilotes d'avion à 12 000 ou 14 000 mètres d'altitude, ce qu'on appelle des sprites. Ce sont des éclairs, des formes d'éclairs, des lueurs, qui rechargent l'ionosphère. Et vous savez que l'ionosphère, c'est cette espèce de protection que nous avons et qui est entretenue au fond par cette électricité qui vient des nuages. Donc ça descend vers le sol et ça nous électrise, ou ça crée des conséquences, mais ça remonte aussi vers les cieux, vous voyez, une dimension un petit peu exhaustive, et ça, ce sont aussi des choses extrêmement intéressantes qui sont probablement à l'avenir des recherches. Alors, donc, on a fini pratiquement. Vous allez retenir les différents thèmes. On a été Beethoven, la 6e symphonie pastorale, l'orage. Voilà, c'est très important ça, pour le corps médical qui n'est pas au courant, c'est le cas de le dire. Et donc, nous sommes à une étape charnière un petit peu. Donc pour les musiciens, vous reconnaissez une musique connue qui a trait évidemment au sujet que nous avons. Alors avant de répondre aux questions que vous nous avez posées, n'est-ce pas, je fais un petit aparté entre parenthèses publicitaires. Le SAMU de Toulouse est le premier SAMU de France. Il a été inventé il y a 50 ans. J'ai eu l'honneur de participer à cette création. Et donc, c'est à travers le SAMU qu'on a un petit peu fait l'approche de la foudre. Donc, cette année, on célèbre ces 50 ans à travers les manifestations toulousaines, une exposition qui va se tenir à l'hôtel-Dieu avec laquelle je suis en train de travailler. Et donc, si vous souhaitez connaître un peu mieux le SAMU, j'ai apporté 2 ou 3 livres pour les gens qui s'intéresseraient, pour mieux connaître un petit peu le fonctionnement du SAMU, puisque c'est quand même par rapport à la foudre, un système et un organisme qui est déterminant pour la chaîne de secours. Voilà, alors j'attends vos questions.